bien, d'abord, je vous salue tous. Je suis pour l'instant à Stockholm, où j'assiste à un colloque organisé par la Fondation Nobel sur les progrès de la recherche à propos de la pollution de l'air, de la chimie atmosphérique et aussi ses relations avec la santé et avec le climat. Avant de commencer, je voudrais tout de même dire peut-être aussi à mon tour, je n'ai pas entendu la totalité de la présentation de Jean Jouzel, mais vous avez beaucoup de chance d'avoir Jean Jouzel qui patronne ce colloque, parce que Jean est véritablement un des piliers et une des figures les plus importantes au niveau de la recherche mondiale. Il a d'ailleurs à son actif, avec l'équipe de Grenoble aussi d'ailleurs, des résultats extraordinaire en fait sur l'évolution passée du climat depuis à peu près 1 million d'années. C'est grâce aux travaux qui ont été menés en France, en particulier par Jean Jouzel, qu'on a pu comprendre que par exemple la température et le CO2, les gaz à effet de serre, évoluaient de manière concomitante, de manière tout allait ensemble. Et si aujourd'hui on parle de systèmes terrestres intégrés, faisant intervenir l'océan, l'atmosphère, les glaces, les continents, c'est parce que véritablement, par les travaux de Jean, on a compris que la Terre, c'était en fait un grand organisme qui travaillait, qui évoluait de manière très intégrée, très intégrée. Et donc, je voulais simplement dire que je suis toujours émerveillé quand j'entends Jean, et aussi très modeste quand je parle après lui, parce que il est vraiment une des grandes figures. Bon, alors moi je voudrais d'abord vous féliciter Elisabeth et son équipe qui organise ce colloque maintenant depuis très très nombreuses années. Je trouve que c'est vraiment très bien de faire ça, de l'ouvrir à un nombre important de personnes, avoir des sujets très divers qui montrent véritablement la complexité du système terrestre, les interactions qui existent dans ce système, les processus de rétroaction qui peuvent amplifier de manière très importante certains phénomènes, comme d'ailleurs ils peuvent aussi les atténuer. Alors je vais essayer de mettre mes transparents ici, là, mon PowerPoint sur le système. On va voir si ça va fonctionner. J'ai toujours un peu de mal à faire ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez ma présentation sur place, Elisabeth? Parce que je vois que je n'arrive... Attendez, je vais essayer de la mettre là. Est-ce que vous la voyez, ma présentation? Juste d'autoriser le partage, donc il faut refaire, si c'est possible. Refaire partager la... Attendez, je crois que ça va aller maintenant. Oui, oui, je viens d'autoriser. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça marche, c'est super. Très, très bien. Et maintenant, vous la voyez sur le grand écran? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors, je vais commencer par parler de ce dont beaucoup vont parler, c'est-à-dire la canicule que nous venons de connaître en Europe. Voilà ici un graphique qui vous montre les canicules depuis 1950. Vous voyez en haut 1950, 1960, 70 jusqu'à 2020, et vous voyez l'évolution entre juin, juillet et août, et vous voyez que le nombre de canicules, d'événements de canicules s'est accru. Nous avons de plus en plus de canicules, d'événements véritablement chauds. Et si nous regardons les 3 dernières qui sont importantes, 76, 2003 et 2026, nous voyons que la canicule de 2026 a été la plus intense par rapport à celle qui était déjà relativement importante. Donc, en réalité, nous avons là un phénomène qui d'ailleurs était prévu depuis 50 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. Les scientifiques ont indiqué depuis toujours, maintenant, depuis 50 ans en tout cas, que nous aurions de plus en plus d'événements de chaleur, et
de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais nous commençons à voir que ce qui avait été prédit ou discuté déjà il y a à peu près 40 ou 50 ans est en train de se produire. Et donc il est intéressant, me semble-t-il, de retourner un petit peu en arrière et de nous dire comment fonctionne la science? Comment est-ce que on fait du progrès et comment est-ce qu'on commence par regarder des problèmes fondamentaux dont on ne connaît pas du tout l'implication au départ, mais dont on réalise au fur et à mesure qu'on les étudie que l'implication pour la société pourrait être importante. Retournons 2 siècles en arrière, lorsque Fourier, que vous connaissez tous en France, essaye d'interpréter en fait des mesures qui ont été faites au Mont Blanc sur un des pics proches du Mont Blanc, où l'on avait remarqué que essentiellement quand on a une enceinte de verre, la température à l'intérieur de l'enceinte est plus élevée qu'à l'extérieur. Et Fourier dit oui, bien voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie qui a été absorbée par cette enceinte de verre pénètre dans cette enceinte, mais qu'elle empêche en réalité la chaleur qui s'est créée, la chaleur obscure, de ressortir de l'enceinte. Et ça, c'est le concept de l'effet de serre. Il date de 1824. C'est une curiosité à l'époque. Personne ne s'en soucie. Sauf que ici, en Suède, où je me trouve, un peu plus tard, en 1896, un chimiste qui, lui, a peur du retour des périodes glaciaires que les pays nordiques, évidemment, ont connu de manière très intense il y a plus de 10 000 ans. Il a des craintes du retour de ces périodes glaciaires et il dit, mais au fond, si l'on brûlait le charbon de nos mines, on augmenterait le CO2 dans l'atmosphère et un doublement du CO2 conduirait à un réchauffement de la planète de 4 degrés. Voilà donc déjà un concept qui datait de Fourier, très fondamental en fait, sans grande conséquence, qui commence à avoir une première conséquence. On a peur du retour des périodes froides et on voit que le CO2 pourrait compenser ce retour. L'idée que un doublement de CO2 réchauffe la Terre de 4 degrés est donc lancée déjà en 1900, au début du siècle, au début du 21e siècle. Il faudra alors attendre 1938 pour montrer que ce système fonctionne réellement. Et un ingénieur anglais qui s'appelle Callender rassemble toutes les données qu'il peut trouver sur la température de la Terre, sur les mesures de CO2 dans l'atmosphère, et il remarque que l'un et l'autre sont véritablement corrélés, que plus de CO2 dans l'atmosphère conduit à un réchauffement de la planète. Et alors on attendra 1957 pour qu'un jeune scientifique à l'époque, David Keeling, propose de mesurer le CO2 de manière systématique, mais très loin des sources de CO2, au milieu de l'océan Pacifique, au sommet d'une montagne, d'un volcan, en réalité Mauna Loa. Il installe là un appareil qui va mesurer le CO2 et qui le mesure toujours aujourd'hui et qui montre qu'il y a une augmentation continue, prolongée du CO2 dans l'atmosphère et que il s'agit là d'un danger de réchauffement de la planète, d'un changement climatique qui pourrait se produire. 2 siècles pour mettre tout cela au point, mais avec une communauté scientifique qui devient de plus en plus concernée par ce problème. Vous l'avez entendu de la part de Jean certainement, et qui travaille sur les échanges d'énergie et qui comprend au fond de manière quantitative très bien ce qu'il se passe. Vous voyez sur ce cliché la radiation solaire qui pénètre dans l'atmosphère.
une partie, un tiers à peu près, est réfléchi vers l'espace, le reste est absorbé dans le système et donc conduit à un réchauffement qui lui est compensé par l'émission de ce que Fourier appelait la chaleur obscure, la radiation infrarouge, qui sort de l'atmosphère, qui est renvoyée, mais qui est partiellement absorbée, retenue par les gaz à effet de serre et donc renvoyée en partie vers le sol. Et on atteint ainsi un équilibre. Cet équilibre conduit à une planète de l'ordre dont la température est de l'ordre de 15 degrés, mais nous constatons un léger départ de l'équilibre. C'est indiqué sur le cliché par le mot imbalance, où à peu près 0,6 watts par mètre carré, ce qui est très faible par rapport aux 340 qui viennent du Soleil, eh bien ces 0,6 watts constituent un forçage du système et un réchauffement progressif de la planète. Et donc, aujourd'hui, tout ça est très bien établi. Je ne pense pas qu'il y ait de discussions scientifiques profondes là-dessus. Il y a peut-être des discussions politiques, des gens qui ne veulent pas nécessairement comprendre les processus et qui considèrent qu'il s'agit de dire que tout ça ne ressemble à rien, que cette science n'est pas établie. En fait, elle est très bien établie après 2 siècles de recherche. Et donc, on a aujourd'hui constitué des modèles qui permettent de voir ce qui va se passer dans le futur. Et tout dépend évidemment, en premier lieu, des quantités de CO2 qui vont être émises. Nous ne connaissons pas ces quantités qui seront émises dans le futur, parce que ça dépend des actions qui seront prises pour limiter ces émissions. Et on a donc à notre disposition un certain nombre de scénarios possibles d'émissions. Le plus négatif, le plus pessimiste, qu'on appelle business as usual en anglais, c'est véritablement une continuation des émissions de CO2. C'est la courbe qui est plus ou moins violette que vous voyez là. Le plus optimiste, qui est en vert, conduirait, est destiné à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Alors, il y a des scénarios intermédiaires, évidemment, mais nous allons considérer les 2 scénarios extrêmes, celui qui, le business as usual, donc pas d'action, on laisse tout comme ça se l'est aujourd'hui, et puis l'autre qui est au contraire, on prend des mesures d'atténuation très importantes pour tenter de limiter le réchauffement. Et vous voyez d'ailleurs que dans cette courbe, on arrive à la fin à ce qu'on appelle des scénarios ou des émissions négatives, c'est-à-dire que on prend un certain nombre d'actions pour qu'une partie du CO2 de l'atmosphère disparaisse de l'atmosphère et passe plutôt soit dans la biosphère, soit à l'intérieur de la planète, de la Terre elle-même, par exemple, des mesures de captation du CO2. Alors, prenons ces 2 scénarios et comparons comment la température de la planète va évoluer. À gauche, vous avez le scénario optimiste, le 2 degrés, beaucoup d'atténuation du CO2. À droite, le scénario pessimiste où l'on ne fait rien et on laisse business as usual, on laisse la planète évoluer comme elle évolue actuellement. Alors vous voyez, nous commençons ici, nous sommes en 2028-2030, et vous voyez d'abord le réchauffement qui se produit de manière la plus intense dans les régions polaires, parce qu'il y a là des rétroactions, la fonte des glaces qui se produit et donc davantage de radiation qui est absorbée. Et vous voyez que finalement, quand on arrive aux alentours de 2100, comme vous allez le voir maintenant, on a en réalité produit 2 planètes totalement différentes. Dans un cas, oui, il y a eu du réchauffement, et là, ce scénario optimiste, c'est tout de même un scénario qui demande des actions énormes, importantes, qui doivent être prises rapidement. Et bien, malgré tout, dans les régions polaires, on parle de 3-4 degrés d'augmentation, 5 degrés d'augmentation de la température, mais dans les régions tempérées, on parle plutôt de 2 degrés. À droite, c'est le scénario où l'on ne ferait rien.
Et là, nous sommes à des températures qui dépassent les 10 degrés dans les régions polaires et qui, ailleurs, en Europe par exemple, nous amènent à 5 ou 6 degrés de réchauffement. Aujourd'hui, notre planète s'est réchauffée à peu près d'1,4 degré. Nous sommes loin des 6 degrés et vous imaginez ce qu'il se passerait si on atteignait les valeurs qui sont prédites pour dans le cas le plus pessimiste, le cas où l'on ne prendrait pas d'action. Et ça, il faut que les responsables politiques le comprennent. Il n'y a pas évidemment que la température. J'ai pris ce paramètre parce que il est très parlant, il est très clair, mais si vous regardez le changement des précipitations, qui est probablement un paramètre plus important, vous voyez des zones où il pleuvra davantage, ce sont les zones qui sont en vert foncé, et puis les zones qui vont s'assécher, ce sont les zones où vous voyez les couleurs brunes, et en particulier dans la Méditerranée, il y aura un grave déficit en précipitation, avec évidemment des conséquences pour la surface de la Terre, pour la biosphère, etc. Bon, grâce à ce genre de calcul, la communauté scientifique a pu convaincre un certain nombre de pays d'adopter en 2015 un accord historique sur le climat, en reconnaissant évidemment ce qui allait se passer, mais aussi en s'engageant à prendre des mesures pour limiter le réchauffement à 2 degrés ou même moins, même peut-être 1,5 degré, mais là, je doute que ce soit encore possible aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a là une volonté très nette d'aller vers le scénario le plus optimiste que je vous ai montré. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, la température continue d'augmenter, le CO2 continue d'augmenter alors que nous souhaiterions qu'il n'augmente plus et que les émissions diminuent. Certains pays ont pris des mesures importantes, d'autres sont aujourd'hui beaucoup plus résignés à ne pas en prendre, les États-Unis d'Amérique par exemple. Et puis il y a des pays en croissance dans le tiers-monde qui ont des difficultés à imposer des limitations des émissions de CO2, et il y a donc là tout un enjeu, toute une discussion qui doit avoir lieu pour profondément modifier notre système d'utilisation de l'énergie, non seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en devenir. Alors, je pense que Jean vous a parlé des solutions possibles. L'atténuation, évidemment, c'est la seule manière de véritablement prendre des mesures, c'est-à-dire de réduire au plus vite et de manière énorme les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Cela devra probablement s'accompagner, puisque on s'attend tout de même à un réchauffement, à une perturbation du climat, à des modifications du climat à très long terme, mais qui vont débuter rapidement et que l'on voit déjà s'affirmer aujourd'hui. Il s'agit d'anticiper les effets néfastes de ce réchauffement. Il s'agit de prendre des mesures pour atténuer les dommages très nombreux qu'ils peuvent causer. Je crois que Jean en a parlé. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et si tout cela était malgré tout insuffisant? Et là, et ça, s'il s'agit ici de quelque chose qui est extrêmement controversé, à juste titre d'ailleurs, à mon avis, c'est l'ingénierie climatique, c'est-à-dire une manipulation du climat pour contrer le réchauffement global. Alors on en parle peu, parce que il y a un certain nombre de dangers à réfléchir même à ces questions, en tout cas de grands dangers à les mettre en œuvre, mais il est peut-être bon tout de même d'en dire un mot pour voir un petit peu ce qui risque de se passer. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de voir un certain nombre de nations, les États-Unis d'Amérique, la Chine, de grandes nations, mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui tenteraient de contrecarrer finalement les effets des émissions. Alors, vous voyez ici un certain nombre de mesures qui ont été proposées, car il y a des groupes en grand nombre qui travaillent sur ces problèmes aujourd'hui, et notamment des groupes dans le secteur privé qui
alors qu'il n'y a pas de législation qui nous protège dans ce domaine. Et tout est possible, et donc ces groupes cherchent à mettre en œuvre des processus. Alors, il y a peut-être des modifications qui peuvent se faire dans le type de biome que l'on a dans la biosphère, changer l'albédo, c'est-à-dire la réflectivité de la Terre par plantation d'un certain nombre d'espèces, plantation d'arbres pour capter le CO2. On parle même d'arbres artificiels, comme vous le voyez là. Peut-être des systèmes pour pomper finalement le CO2 de l'atmosphère, de le transformer et finalement de l'enfuir dans les sols sous une forme liquéfiée. Et puis il y a aussi la proposition qui a été faite maintenant il y a une vingtaine d'années d'injecter dans la stratosphère des particules, des petites particules qui, un petit peu à l'image de ce que fait un volcan quand il explose, ces petites particules qui sont émises ici par un avion, comme elles le seraient par un volcan, tenteraient de réfléchir vers l'espace une partie du rayonnement solaire et ainsi de réchauffer la planète. Il y a aussi des manipulations qui peuvent se faire sur l'océan. Certains ont proposé de fertiliser l'océan, c'est-à-dire finalement de disperser du fer pour rendre la biosphère plus active et capter du CO2 de l'atmosphère. Et donc, en réalité, la manière de procéder est la suivante. Et ce graphique résume un petit peu tout cela. On parlera des dangers aussi de tout cela, évidemment, dans une seconde. Vous avez d'une part la courbe qui s'appelle absence d'action, c'est-à-dire celle qui conduirait à un réchauffement, celle du scénario pessimiste dont je vous ai parlé. Ce serait la courbe rouge, une augmentation très importante du réchauffement. Et ça, tout cela est représenté ici en fonction du temps. Et puis, vous dites, eh bien, si on atténue, si on réduit nos émissions de manière très virulente, très agressive, au lieu de nous propulser dans le futur sur la courbe rouge, nous allons nous propulser sur la courbe noire et nous allons arriver à une espèce de nouvel équilibre d'un climat plus chaud, 2-3 degrés plus chaud. La température ne va pas diminuer parce que le CO2 que nous avons injecté reste presque indéfiniment dans l'atmosphère et donc il a une durée de vie extrêmement longue et donc on va plutôt arriver à une température plus élevée mais qui cessera d'augmenter si les émissions de CO2 cessent d'exister. Alors ceux qui proposent de faire de ce qu'on appelle de l'ingénierie climatique disent, eh bien, la première chose, nous allons extraire cet excès de CO2 que nous avons introduit, nous allons l'extraire de l'atmosphère. Et à ce moment-là, nous allons passer d'une courbe noire à la courbe verte, puisque nous enlevons du CO2 de l'atmosphère, la température va commencer à se refroidir. Mais il faudra un certain temps et il y aura toujours un pic de réchauffement qui se produira. Et certains disent, eh bien, ce pic, on peut l'éviter. On peut l'éviter en injectant dans l'atmosphère des particules qui vont atténuer le rayonnement solaire incident, qui vont donc réfléchir vers l'espace une partie du rayonnement, de l'énergie solaire qui atteint la Terre. Ça, c'est la stratégie de ceux qui veulent faire de la manipulation du climat. Et on devra peut-être y arriver un jour si les efforts d'atténuation ne sont pas suffisamment importants. On peut aussi l'éviter, d'une certaine manière, si nous atténuons les émissions de manière rapide et de manière très agressive, si nous réduisons ces émissions de CO2. Ce genre de manipulation n'est pas sans danger. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Il y a de grandes incertitudes. Deuxièmement, nous avons des modèles mathématiques que nous pouvons utiliser pour essayer de simuler, de prévoir ce qui pourrait se passer. Mais
ces modèles ne sont pas sans erreur, sans incertitude, et il y a souvent des phénomènes qui, en réalité, vont se produire, qui n'ont pas été prédits par les modèles. Et alors, ce qui est le plus important, évidemment, c'est que les effets locaux, régionaux qui pourraient se produire, que les modèles assez grossiers ne vont pas nécessairement détecter, auraient des impacts régionaux très importants. Je prends un exemple. Imaginons que dans tout cela, oui, on réussisse à refroidir la Terre, mais la mousson se déplace de 500 kilomètres. Si elle se déplace de 500 kilomètres, les Indiens vont mourir de faim. Il y aura des effets de ce type qui vont se produire, puisque sans mousson, l'agriculture indienne ne peut pas vraiment produire assez de nourriture pour nourrir la population. Il peut donc y avoir des effets locaux qui seront inconnus et qui ne vont pas apparaître dans les travaux de ceux qui essayent de voir ce que serait une telle manipulation. Donc, je prenais cet exemple-là pour vous montrer qu'il y a des solutions, mais que la seule, c'est évidemment de réduire les émissions. C'est la seule véritable solution qui existe et qui doit être mise en œuvre non pas dans quelques pays, car le CO2 se disperse dans l'ensemble de l'atmosphère, mais doit être mise en œuvre dans le monde entier, sur toute la planète. Et évidemment, cela pose des problèmes économiques, notamment pour les pays les plus pauvres, et que donc il s'agit de mettre en œuvre des politiques pour faire en sorte que tout cela soit possible. Et donc aujourd'hui, alors qu'on comprend très bien ce qui se passe au niveau du climat, il nous reste évidemment à voir comment nous allons introduire des solutions tout en maintenant une certaine, honnêteté, et aussi faisant en sorte que les pays les plus pauvres ne soient pas les victimes là-dedans. Il y a donc tout un problème de relations internationales qui doit être mis en œuvre, et il faut bien constater que les progrès dans ce domaine sont beaucoup trop lents. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que ça vous montre en réalité le schéma, un des schémas par lequel la science évolue. La méthode scientifique commence toujours par des travaux fondamentaux dont on ne connaît pas très bien finalement la raison d'être, qui sont là pour satisfaire la curiosité scientifique sans connaître nécessairement les applications du futur, mais elles sont très utiles lorsque un problème se pose, et à ce moment-là, on fait référence à ce que la recherche a effectué, les résultats qui ont été apportés, la connaissance qui s'est accrue, non pas dans les 3 dernières années ou 4 dernières années, mais dans 1 siècle, 2 siècles de travaux, pour finalement apporter pour nous une connaissance et des méthodes pour répondre à ce genre de problème, tel que le changement climatique qui se pose. Nous comprenons aujourd'hui quel est ce problème, nous savons comment il faut le résoudre, mais la mise en œuvre, qui, encore une fois, doit se baser, à mon avis, d'abord et presque exclusivement sur la réduction des émissions, les 2 autres étant en réalité des compensations. L'adaptation, c'est si on n'arrive pas à réduire les émissions, et au pire, l'ingénierie climatique, la modification, la manipulation du climat, avec tous ces dangers que cela représente. Alors, je trouve que aujourd'hui, on doit discuter tout cela dans un esprit du système terrestre dans son ensemble, des interactions qui existent, des rétroactions et avec des amplifications qui peuvent exister. Il faut voir comment la biosphère, l'atmosphère, l'océan, le système des glaces intervient, et votre conférence qui débute aujourd'hui, et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir y être, car on y apprend énormément de choses, on rencontre des gens de grands talents, des gens qui ont des idées,
Tout ça est extraordinaire et je pense pouvoir dire que l'année prochaine, je viendrai en personne si tout va bien, parce que je suis aussi passionné par ce qui se passe lors de cette conférence. Alors, je vous souhaite une très très bonne conférence et à bientôt, j'espère, en personne cette fois. On te remercie, Guy. Alors, je vais sortir. On n'a pas le temps de...